Bien, chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, bonjour à tout le monde. Alors, on vous a emmené regarder un peu. Ici, nous sommes dans la plaine de la Sarre. Alors, l'historique, je vais vous faire un petit rappel historique avant de commencer cette émission, pour vous dire qu'à l'initiative de André Maginot, ministre de la Guerre, la loi de financement des organisations de la défense des frontières est promulguée en janvier 1930. Ainsi, deux régions fortifiées couvrent le nord-est de la France. Donc le nord-est, c'est par là, c'est dans la région de Metz, région fortifiée de Metz, en commençant par le premier fort que l'on a déjà visité quand on a fait la ligne Maginot, c'est le fort de Villy-la-Ferté. Et puis la région fortifiée de Metz, c'est la région de la Lauter. La région de la Lauter, c'est la région qui va vers le sud, en direction de Strasbourg. Alors cette région également, elle est occupée dans une partie totalement, on va dire, submergée par des lacs et puis des rivières. Donc cette région de la Sarre, que l'on appelle la Trouée de la Sarre, sur 40 km à peu près, entre Sarralbe et puis vers le nord-est, Saint-Avold, elle n'était pas protégée du tout. Donc les trois rivières donc, qui déterminent pourquoi ils ont fait des fortifications sur une ligne Maginot aquatique, simplement parce que donc il y a la Mutterbar, l'Albe et la Sarre. Ces deux régions qui s'étendent sur une quarantaine de kilomètres, la Trouée de la Sarre, qui se situe en face du territoire de la Sarre, qui est détaché de l'Allemagne par le traité de Versailles en 1910. Début 1935, la Sarre est rattachée à l'Allemagne. La Trouée de la Sarre devient alors un poste d'entrée potentiel pour l'ennemi. Voilà pourquoi ils ont fait donc toutes ces fortifications. Alors l'explication également, c'est un officier du génie qui était également ingénieur en chef des ponts et chaussées de Moselle, qui a décidé de construire un système de barrage et de réserve d'eau des étangs pour former une barrière liquide qui a résisté en 1940 à l'invasion allemande. Cet officier était M. Parizet. Voilà, donc on va essayer de découvrir ce matin. Il y a 5 barrages qui existent toujours. On va essayer de les trouver parce que c'est pas trop évident, hein. On vous donne des magnifiques prospectus et puis quand on veut chercher les endroits où on doit les retrouver, c'est pas du tout évident. Vous voyez donc tout ce prospectus que l'on a obtenu. Vous avez ici donc toute la région de la zone aquatique de la ligne Maginot aquatique, et puis toutes ces régions inondables avec des lacs, des rivières et tout. Donc ce procédé a été mis en place par M. Parizet, je l'ai déjà dit, et en 36 heures, ils arrivaient à inonder toute cette vallée. Donc ce qui veut dire que les Allemands, ils ont bien essayé de passer en 1940, mais ils n'y sont jamais arrivés, parce que 36 heures après, tous les villages d'une part, et puis les plaines, et tout était inondé. Donc impossibilité avec des chars de pouvoir passer à travers ce marécage. Nous sommes donc ici en présence du premier monument que l'on découvre sur la route Maginot aquatique. C'est à Olvingue. On est exactement à Olvingue et on est dans le blocos pour canon anti-char du 41e et 51e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale. C'est ce qu'on va essayer de découvrir au fil de notre balade. Chaque fois qu'on arrive, voilà, c'est bien indiqué, 41e et 51e régiment d'infanterie coloniale, à nos morts et à tous ceux qui, le 14 juin 1940, repoussèrent tous les assauts et qui, du 15 au 22 juin 1940, conservent jusqu'au bout leur ascendant sur l'ennemi. Voilà, et on va en entendre parler tout le long du chemin, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal à découvrir. On est donc en direction de Hirbach, où l'on doit trouver un barrage, attendez, j'enlève mes lunettes, voilà, un des rares barrages avec son blocos de digue encore visible actuellement. Par contre, ici, on est juste à l'entrée de Hirbach avec le Mutterbar, que je vous avais parlé tout à l'heure, donc cette petite rivière, et puis un blocos de défense, hein, comme celui qu'on vient de voir, au 41e et 50e régiment que l'on a filmé à Olvingue. On est juste à l'entrée donc du lac de Hirbach. On va essayer de trouver, ça doit être un peu plus loin, un barrage, hein, parce qu'il y en a 5 qui existent encore, ces 5 barrages.
Donc celui-là, ce sera le premier et on verra après par la suite. Donc toutes ces zones-là qui ont été encore avec des barrages sont restées maintenant des lieux de pêche et de loisirs pour la population. Il y a des petites plages tout le long et puis voilà. Donc on va essayer de trouver maintenant le barrage. Il doit être au bout, à mon avis, au bout de l'étang, puisque pour noyer une région, on ferme le barrage et l'eau monte et puis tout est noyé. Voilà, nous avons fait donc le tour du lac de Hirbach et on est à l'extrémité du lac et cette petite cabane là, ben c'est le barrage tout simplement. Alors imaginez-vous cette étendue d'eau, quand le barrage était fermé, ben tout ça, ça montait et puis ça inondait toute la plaine. Hein, et je le répète, ça empêchait bien sûr l'avancée des ennemis allemands de l'époque. Alors le barrage il est juste là derrière moi et puis après ça redescend et ça on est sur le cours du Lauterbach, pardon. Voilà, tout autour donc le lac, on s'aperçoit bien quand même que c'est un ensemble militaire hein, de l'époque. Hein. Vous voyez tous ces blocs de béton qui sont tout au long de la berge et qui vont jusqu'au barrage. Et puis maintenant, à l'heure actuelle, ben, ça sert de lieu de villégiature. Vous avez un camping derrière, vous avez des endroits pour se baigner, vous avez des endroits pour pêcher et un calme, je ne vous dis pas, un calme vraiment incroyable. Nous sommes ici à l'entrée de Remeringes-les-Putelanges. Remeringes-les-Putelanges, alors toujours pareil, un ouvrage ici derrière moi pour protéger le pont d'accès, pour éviter l'intrusion et puis protéger certainement le village. Alors on a quand même sur ce panneau beaucoup d'indications. C'est la redoute après les combats, donc je pense que ça c'est la redoute après les combats, l'entrée du village après les combats, hein, quand vous voyez un peu comment c'était, hein, l'entrée du village il est là. Et puis en dessous, au premier plan, le pont provisoire, au second plan, le mur destiné à contenir l'inondation en amont, en arrière-plan à gauche, la redoute 117. Voilà, donc voilà les spectacles qu'il y avait auparavant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, il y a encore une anecdote, regardez ce Messerschmitt, le 22 novembre 1939, un Messerschmitt a été abattu à Remeringue. Donc il y a l'image de ce Messerschmitt abattu par les troupes françaises, bien entendu. Et c'était déjà en 1939, hein. Donc c'était encore pas la déclaration de guerre. On va continuer donc cette ligne Maginot-Aquatique. Ce que l'on peut dire, c'est que par exemple l'étang des Marais, donc, qui se situe à Remeringes-les-Putelanges, la hauteur de digue est de 6,50 m. Alors imaginez-vous, la digue elle est ici, juste à l'entrée, hein, Rohrwiese. Si vous fermez la digue ici, que vous n'alimentez plus l'étang, ben, qu'est-ce que fait cette rivière? Boum, elle se déverse dans toute la plaine. Et c'est ce qui a permis aux troupes françaises de résister à l'assaut de 1940. Voilà, donc nous sommes maintenant sur le lac, enfin l'étang des Marais à Remeringes-les-Putelanges. Et comme l'autre barrage que nous avons vu à Hirbach, c'est exactement la même conception. Un grand barrage de béton, une écluse, et puis si jamais les Allemands arrivaient un peu trop près, les vannes étaient fermées et toute la vallée était inondée. C'est quand même des ouvrages qui sont toujours en place, hein, regardez un peu. Alors celui-là, c'est Remeringes-les-Putelanges. Alors afin de vous expliquer un tout petit peu mieux, d'ailleurs on voit toute la conception de ces barrages, ça ce sont des réservoirs d'eau qu'on appelle des réservoirs d'eau. Et quand ces réservoirs étaient remplis, de façon à noyer toute cette plaine là qui est derrière vous, vous voyez toute cette plaine, on ouvrait à travers ce mécanisme la vanne et puis tout était rempli d'eau et puis c'était recouvert d'eau. Donc encore une fois, je répète, pour empêcher l'avancée des troupes allemandes. D'ailleurs qui ont résisté en 1940, ils ne sont jamais passés. Et c'est pour ça qu'on appelle la trouée de la Sarre. Au niveau de Dieffenbach-les-Putelanges, on est donc dans un second réservoir d'eau, malheureusement et heureusement, parce que ça nous permet de voir un peu la hauteur d'eau qui était dans cet étang. Et tout ça, quand il y avait l'ennemi qui voulait avancer et tout, on ouvrait la vanne donc, dans cette petite guérite, et puis toute l'eau de l'étang ou du lac se déversait dans la plaine pour inonder l'ensemble de la plaine. C'est quand même, regardez un peu l'énorme étendue quand même de cet étang, hein. Et c'est la même conception. Alors je vais vous montrer quand même une photo.
Regardez, ça ressemble quand même un petit peu, mais là il y avait de l'eau. Diefenbach-les-Putlanges. Regardez jusqu'où pouvait arriver la hauteur d'eau de tes réservoirs, jusque 9,90 m, c'est-à-dire pratiquement 10 mètres. Donc tout ça, c'était rempli d'eau. Et puis quand on ouvrait la vanne qui est là près de cette petite maison, eh bien tout ça, ça envahissait les terrains qui étaient derrière. Donc vous voyez au milieu de cet étang à sec, hein, bien entendu, il reste que des petits trous d'eau. Toutes ces bouées là qui longent, moi j'avais pris ça pour des moutons tout à l'heure. Non, 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 ce sont des bouées de façon à délimiter l'eau maximum dans l'étang. Dans le village et la petite ville de Putlanges-au-Lac, on est juste à l'entrée du village et vous avez un ouvrage de défense, hein, certainement, qui devait se diriger, enfin tirer vers la plaine qui est derrière nous. On vient de Diefenbach, les Putlanges. C'était donc un ouvrage de défense qui a été, il était là, certainement qu'il était là en 1940 également. Et puis derrière, vous avez un corps de ferme et une maison qui devait elle aussi être là à l'époque de l'attaque allemande en 1940. Après avoir découvert donc à l'entrée de Putlanges-au-Lac le fort de protection à l'entrée de Putlanges, hein, c'était un fort bien aménagé. Vous avez ici, les deux étangs qu'on cherchait. Donc ça c'est l'étang de Welchow et ça c'est l'étang de Putlanges-au-Lac. Alors si vous voyez bien devant nous, on a l'autoroute. Alors finalement on va repartir à pied, ça ira plus vite parce que regarde, on est arrivé au bord de l'autoroute. Et c'est vrai que quand on va en direction de Strasbourg sur l'autoroute A4, on découvre toute cette partie des étangs là. Alors, une particularité également de ces étangs entre le Welchow et puis Putlanges-au-Lac, c'était le seul étang qui appartenait à l'ennemi. C'est-à-dire il était côté allemand, malheureusement. Regardez ces étendues d'eau. Alors c'était aussi, comme les autres étangs que l'on a visités, c'est aussi un étang réservoir. C'est-à-dire que voilà, vous avez des digues et des vannes qui vous permettent d'évacuer l'eau. Je sais pas, là on ne voit pas les réservoirs, mais regardez, c'est quand même assez important. Et toujours pareil, hein, ces constructions en béton qui ceinturent tous les lacs de réservoirs d'eau que l'on a connus. Voilà. Avant, il n'y avait certainement pas de barrière, mais ça permettait de rentrer dans les lacs. Donc à droite, le Welchow, à gauche, Putlanges-au-Lac. Alors devenu bien sûr centre de pêche pour les amateurs de pêche, vous avez toutes ces petites cabanes qui sont le long des étangs et ça doit permettre de passer des bons petits week-ends de pêche. Avec un bon petit canon au frais dans l'étang, ça doit être bien. Il faudra qu'on revienne. Nous sommes arrivés donc au niveau de Host et là devant moi le cimetière militaire de Hoste-Bas. Écrit en allemand bien entendu, c'est l'Association nationale des anciens combattants de la ligne Maginot et des intervalles de 39-40. Alors ici donc vous avez des tombes françaises et des tombes allemandes qui étaient derrière. Par contre on peut vous raconter un petit peu l'histoire du lieutenant Louis Robardet. Il a fait partie des militaires français qui étaient chargés par l'occupant de déminer notre région au printemps 1941. En parcourant les anciens champs de bataille mosellans, en particulier dans la trouée de la Sarre, il retrouve des corps de soldats français victimes des combats de juin 40. Ils gisent à l'abandon dans des abris de tranchées effondrés, sommairement enfouis dans le sol. En accord avec les autorités allemandes de la Moselle annexée, le lieutenant Robardet constitue le groupe des morts. Oui, c'était eux qui étaient chargés de déminer les terrains. Il est composé de prisonniers de guerre français, tous volontaires, qui vont parcourir inlassablement la région à la recherche des corps des soldats ensevelis à la hâte en juin 40. Il leur donnera une sépulture digne en les inhumant dans les cimetières. Ainsi fut créé le carré militaire français au carré militaire de Petersruhe, Hoste-Bas. D'autres cimetières furent ouverts dans la région, Gros-Tanquin et Dieuze. Voilà donc de Hoste-Haut où nous avons visité, on a vu le mur du cimetière militaire. On est maintenant au niveau de Hoste-Bas, sur l'étang de Hoste-Bas. Et puis avec cette machinerie locale des siphons que l'on a eu sur un prospectus. Mais bon, malheureusement, la digue de l'étang de Hoste-Bas équipée de 2 vannes et d'un système de 4 siphons permettant la vidange et la régulation du niveau du plan d'eau. L'étang de Hoste-Bas reste aujourd'hui le seul des 6 étangs de la vallée du Mutterbach à être équipé de ces siphons. Alors imaginez l'étang de Hoste-Haut, 579
1000 m3, 34 hectares, hauteur du barrage 7,50 m et hôtel Ostebas, donc où nous sommes actuellement, 156 400 m3 sur 24 hectares. Alors imaginez-vous, vous voyez, là vous avez une image des soldats français au pied du déversoir de l'étang de Ostebas vers 1939. On aperçoit en arrière-plan le pont de la route de Ostebas à Puttelange, les Farèges-Bervillers et le barrage anti-char. Vous voyez, tout ça c'est le barrage anti-char. Ah, voilà, donc on a quand même découvert pas mal de choses à Ost. Sur la commune de Barst. Alors une mention toute particulière à la commune de Barst qui a fait un énorme travail pour nous indiquer où se trouvent les monuments, les machins. Là, ici, on est pour l'instant devant le fort de la Costaude, du premier génie du 23e RTA. C'est donc un ensemble de forts, mais qui avait devant elle toute la plaine pour pouvoir... Et le fort qui est derrière nous, on ira le voir également. Vous voyez, regardez un peu. C'est un peu dans le style de Fermont, beaucoup plus petit bien entendu, mais c'est dans le style de Fermont. Ce qui est en dessous, on l'ignore. Vous voyez, il y a des trous d'ouverture pour les mitrailleuses qui sont là. Il faut dire que quand même cette ligne de défense de la trouée de la Sarre était quand même bien aménagée, et puis qu'il y avait quand même beaucoup de choses à regarder, tous les étangs qu'on a découverts et tout ça. Et puis toutes ces choses-là, il nous restera maintenant à découvrir quand on repartira tout à l'heure, Manderen, qui se trouve un peu plus loin, toujours pareil, hein, sur la ligne défensive de la trouée de la Sarre. Juste avant de pénétrer dans le fort, vous avez toutes ces lignes là, ce sont des tranchées qui viennent du bosquet là-bas, où on a découvert une guérite, on va y remonter. Bon, bien sûr, malheureusement, c'est un petit peu abandonné, mais enfin, on voit quand même les chevaux de frise, les barbelés qui existaient et qui doivent être toujours à l'époque de 1940. C'est quoi, c'est un arrosoir, ça? Ou si c'est une bombe, il ne faut pas la toucher. Nous sommes ici donc au niveau du conservatoire de la fortification de campagne du saillant de Barst. Vous voyez ce brave soldat dans les tranchées que l'on vient de vous montrer avec son fusil sur l'épaule. Donc c'était un endroit très protégé. De ce côté-là, vous avez donc la vue vers Sarreguemines et l'Allemagne. Et puis derrière moi, les deux petits forts qui sont devant nous, c'est en direction de Manderen et Saint-Avold. Donc voilà, il y avait quand même une grosse protection de cette zone. Voilà, on est grimpé donc juste en haut de la plaine de Barst, du saillant de Barst. Et puis là, on découvre une magnifique carte, une table d'orientation qui nous remonte, regardez un peu, le Donon. Vous vous souvenez la fois où on était parti à Elrange pour rencontrer la Sarre rouge et la Sarre blanche? Eh bien, c'était juste au pied de cette machine-là, c'était Erlange. Les éoliennes de train, le Spitzberg, l'alignement des tilleuls, le Dabo, le rocher du Dabo, Grosse Bouche, Valette qui est en face de nous, les éoliennes de Dellingen, l'aire de jeu, le Beckwinkel, les éoliennes de Wölfling et Wieswiller et le Rohrwald. Rohrwald, c'est juste là, devant moi. Voilà. Toujours sur le territoire de Barst, on est devant des vestiges de la construction des blocos. Regardez un peu. Alors vous avez une énorme bétonneuse et puis des petits wagonnets qui emmenaient le béton jusque dans les ouvrages qui est en dessous et tout autour, les tours de guet, enfin etc. Dernières images de la ligne Maginot-Aquatique, on est exactement à Macheren. Alors Macheren alors on nous dit qu'à Macheren, il y a un ensemble de petits blocos, vous en avez un devant nous, et puis qui sont reliés entre eux par quelques vestiges de tranchées qu'on a vu également à Barst, qu'on a vu un peu partout. Alors regardez un peu le circuit qu'on a fait. Macheren, on y est allé, Barst, on y est allé, Ost, on y est allé, Puttelange au lac, on y est allé, Remeringe, les Puttelanges, Willerwald, et puis le seul endroit où on n'a pas pu aller, c'est ici, à Willerwald, parce qu'on est sorti sur la 42, donc sur l'A4 à la sortie 42. On était passé devant Willerwald, mais on n'a jamais trouvé ce monument qui est à l'entrée de Willerwald. Bon, c'est un poste avancé, hein, voilà, avant-poste, édifice réhabilité selon son apparence de l'époque, toit en tuiles et créneaux de tir obstrués par des volets en bois.
Donc en arrivant de cette sortie 42 pour aller vers Sarralbe, on est passé certainement devant cet ensemble-là que l'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas vu certainement. Donc tout le reste, hein, donc les 40 km de la ligne Maginot-Aquatique, nous les avons parcourus. On a eu la chance d'avoir un temps magnifique et puis de voir toutes ces images qu'on a pu mettre en valeur tout au long de cette expédition.